Flux libre avec GL Events, acteur de référence des métiers de l'événement depuis plus de 45 ans. GL Events, bringing people together. Parce que les Français aimeront toujours l'automobile, le Salon automobile de Lyon présente Flux libre, le podcast. Bonjour et bienvenue dans le 7e épisode de Flux libre. Je suis Laurence Perrault, journaliste auto, et avec mes copilotes, Ludovic Tichit qui nous suit en régie et Alexandre Lenoir pour les essais auto, nous vous emmenons en flux libre sur les routes du plaisir automobile. Au programme, rencontre avec Francesco Balli, général manager de Ferrari Ouest Europe, pour parler passion et excellence italienne. Alexandre Lenoir teste une BYD. Je vous propose également une escapade au futur musée des 24 heures du Mans avec Richard Mille, co-organisateur aux côtés de l'Automobile Club de l'Ouest de cette renaissance. Et pour débuter, place à la tendance van life. Qui sont les vanlifers d'aujourd'hui? Comment sont conçus les véhicules? Et beaucoup d'autres questions. C'est le dossier du jour. Bouclez vos ceintures, car tous nos rendez-vous ont été réalisés en extérieur sur des événements liés à l'automobile, comme si vous y étiez. Alors, c'est parti pour Flux libre. Flux libre avec GL Events. Le marché automobile en flux libre et sans tabou. Feuille de route. Et dans notre dossier feuille de route, on accueille Fabrice Devanlay, qui est directeur des relations publiques pour Ford. Bonjour Fabrice. Bonjour. Et Xavier Rocher pour Buy My Car. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes situé où exactement, puisque vous êtes une concession? On est sur la région lyonnaise, mais sur toute la France également. On va parler aujourd'hui d'un phénomène qui ne cesse de monter, la tendance van life. C'est vrai qu'elle suscite autant l'évasion que de vraies attentes pratiques, économiques et technologiques, et c'est pour cela qu'on vous reçoit tous les deux. Alors pour commencer, Fabrice Devanlay, pour Ford, moi j'aimerais que vous nous expliquiez en quelques mots comment Ford perçoit cette tendance aujourd'hui de la van life. Alors déjà c'est assez simple, ça a été accéléré, il y a eu un adjuvant, un catalyseur qui était la crise du Covid. Et le fait que des gens ont eu un moment envie de changer de vie, de continuer de travailler, mais à distance. Donc ça a été un gros accélérateur. Le deuxième accélérateur, ça a été l'intégration de modèles de camping-car au sein même de la gamme du constructeur. Il y a 3 constructeurs aujourd'hui qui proposent des camping-cars de qualité constructeur, c'est-à-dire Ford, Mercedes et Volkswagen. On parle camping-car, mais on parle aussi des petits. Oui, absolument. En fait, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs types d'aménagements, des véhicules qui sont plus adaptés à être utilisés tous les jours, avoir des accès plus faciles sur des centres urbains, périurbains ou des zones de stationnement. Donc on a de toutes les tailles. Nous, en ce qui nous concerne, on travaille sur ce qu'on appelle un modèle de fourgon dit 1 tonne, qui fait 6 mètres cubes, qui s'appelle le Transit Custom, qui dans son appellation camping-car s'appelle Nugget. Mais après, on peut aller sur effectivement des camping-cars qui sont beaucoup plus gros. En général, ce sont des châssis qui sont aménagés par des camping-caristes. Et là, ce sont des maisons sur roues, en fait. En tant que concessionnaire, Xavier, puisque c'est la casquette que je vais vous mettre avec Buy My Car, vous avez vu aussi la van life arriver, cette tendance se préciser année après année, surtout depuis la Covid? Oui, tout s'est accéléré à partir de cette date. On retrouve de plus en plus de clients, une clientèle qui souhaite une modularité pour utiliser le véhicule de tous les jours et à la fois le week-end. Là, on est sur la van life, c'est un véhicule plus léger, plus petit, modulable. Et vous, Xavier Rocher, chez vous, qu'est-ce qui se vend le mieux aujourd'hui? Ce sont les véhicules accessibles à des budgets, on va dire, intermédiaires, qui peuvent, pour beaucoup d'artisans aujourd'hui, être utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle et le week-end pour le loisir. Quel type de voiture? Ça va être du transporteur, Grand California sur base crafter, California multivan et la version Caddy, où là, effectivement, on peut difficilement prendre une douche dedans. On la prend dehors, la douche. À l'extérieur. Chez un constructeur comme Ford, par exemple, est-ce que l'on pense et on construit le futur en fonction des demandes du client? Alors dans l'automobile en général, on se projette dans plusieurs années en avance puisqu'il faut être capable de déterminer le besoin qui sera exprimé par les clients alors qu'ils n'y ont pas encore pensé. Tout le problème, il est là en fait. C'est comment est-ce qu'on va satisfaire un besoin qui n'existe pas encore. Donc aujourd'hui, si on prend les choses les unes après les autres, aujourd'hui chez Ford, ce qui sort aujourd'hui, ça a été réfléchi 10 ans auparavant par exemple. Absolument, c'est exactement ça. Et toute la difficulté de cette industrie qui est très lente et très lourde, c'est d'être capable de prévoir ce qui sera la demande des clients plusieurs années plus tard. En gros, entre le moment où on dessine la première ébauche d'une voiture et le moment où elle sort, il se passe entre 3 et 5 ans.
Ça veut dire qu'il faut être capable de se dire, dans 3 à 5 ans, voilà ce que voudront les clients. Et ils les voudront en termes de forme, de technologie, de motorisation, de transmission, de taille, de consommation, de prix. Il faut être capable de se projeter sur tous ces critères-là. Ceux que l'on a aujourd'hui, qu'on va chercher chez Ford par exemple, ou chez Buy My Car, ou une autre concession qui fait du camping-car ou autre. Quelles sont les tendances qu'ils devaient respecter? Van Life en général. Là, on se rend compte de 2 choses. Entre la première version du Nugget, donc le Transit Nugget qui était notre première version de Van Life, et la nouvelle qui est sortie l'année dernière, on a conservé tous les aménagements intérieurs, on les a améliorés, on a changé l'espace de la douche, on a facilité l'accès pour que les gens puissent se lever et marcher. On s'est également assuré d'avoir 5 vraies places assises, parce que comme ça, le véhicule peut être utilisé comme un véhicule de voyage, en famille, sans aucun problème. On s'est également assuré que la modularité ne mettait pas à risque les espaces de rangement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à la fois modulable, mais qu'on ait de la place pour ranger les draps, la vaisselle, des choses assez basiques, la nourriture, tout ça, ce sont des endroits, il faut trouver des zones de stockage qui soient parfaitement adaptées pour ne pas bouger, pour ne pas faire de bruit quand on roule, pour être parfaitement sécurisé. Donc ça, c'est le travail d'aménagement intérieur, c'est l'optimisation. D'aujourd'hui. Exactement. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré une version hybride rechargeable, parce qu'aujourd'hui, la Van Life, elle est également tenue par les mêmes contraintes réglementaires et communautaires de respect de l'environnement, de zones à faible émission. Et donc, on présente une version essence hybride rechargeable qui permet, pour les personnes qui sont fans de Van Life, d'avoir une motorisation qui voyage loin sans avoir de contraintes de recharge électrique, et également, lorsqu'ils évoluent dans une zone à faible émission, de rouler en tout électrique. Ça, on l'a anticipé, on l'a pensé il y a plusieurs années, et ça arrive sur le nouveau Nugget. L'idée que je me fais du pratiquant de la Van Life? Il va y avoir plusieurs publics. Le premier, c'est celui qui, on va dire, voyage en France. Et vous avez ceux qui voyagent à travers l'Europe, voire le monde entier. Les problématiques ne sont pas les mêmes en termes d'énergie, en termes de recharge. Et donc, on va retrouver effectivement, pour passer de pays en pays, des contraintes techniques qui vont faire que si demain on devait imaginer un véhicule 100% électrique, certains ne pourraient pas aller dans certains endroits. Donc c'est une question après d'infrastructure, de bornes, mais globalement on a de plus en plus de jeunes générations qui font très attention à tout ce qui est éco-responsable, comment le véhicule est construit, d'où il provient, les matériaux, s'ils sont sourcés. Voilà, si on utilise les déchets pour construire des véhicules propres, ces jeunes sont de plus en plus sensibilisés. Et vous avez des demandes particulières ? La clientèle qui vient chez Buy My Car? Oui, bien sûr, on voit une évolution constante sur les clients entrepreneurs qui veulent utiliser leur véhicule, leur fourgon la semaine et le week-end s'évader pour des raisons de coût, d'assurance, de personnalisation. Et donc, on est loin de comprendre aujourd'hui, quand on parle d'un métier, un charpentier, un couvreur, un plombier, on n'imagine pas les activités qu'ils peuvent faire par la suite, entre la moto, le parapente, les sports d'eau. On découvre tout l'univers de l'individu, de la famille, si c'est une famille recomposée, si c'est une famille dont il y a des animaux de compagnie, les contraintes ne sont pas les mêmes. Et puis, entre ceux qui le font en hauteur de 1,50 m et ceux qui le font 2 mètres, on est obligé de tenir compte pour le couchage de toutes les caractéristiques et les habitudes de chacun. On étudie chaque chose comme ça. Eh bien, on doit prendre la nature de où en est l'acheteur, c'est-à-dire est-ce qu'il est au début de sa réflexion, est-ce qu'il est bien avancé déjà dans ce qu'il souhaite, environnement, espace, multi-usage, et ensuite on avance au fur et à mesure, et on a des clients qui arrivent chez nous, ils savent très très bien ce qu'ils veulent et ils ont déjà bien avancé leur choix. Fabrice Desmornay, vous qui êtes le directeur relations publiques de chez Ford, vous me dites aussi on travaille sur demain. Alors c'est quoi les tendances pour dans 5 ou 10 ans qui sortent très fortes sur lesquelles vous travaillez déjà? La notion environnementale, elle est très claire. Les gens qui aiment la van life vivent au contact de la nature. Ils ont envie d'être au contact de la nature, mais ils ne veulent pas la dégrader, donc ça c'est important. Les motorisations 100% électriques, c'est une grosse piste de travail, avec une contrainte qui est particulièrement difficile à maîtriser pour la van life, c'est qu'un véhicule électrique, par définition, il pèse lourd, et que l'aménagement intérieur d'un véhicule de type camping-car, ça pèse également lourd. Et donc très vite, on arrive à une limite de l'exercice qui est: est-ce qu'on est capable de faire l'aménagement intérieur et le poids d'une grosse batterie? Si vous dépassez 3,5 tonnes, vous n'avez plus le droit de conduire la voiture. Non, c'est vrai. Mais même le permis de conduire. Donc, on est face à des contraintes qu'il faut qu'on intègre.
Donc des véhicules avec des batteries plus petites, des véhicules plus légers ou des motorisations plus efficientes. C'est pour ça qu'on est venu sur le hybride rechargeable avant de pouvoir venir éventuellement aux voitures 100% électriques. Les matériaux recyclables, clairement, ça en fait partie. Et on travaille également, et là on le propose dès maintenant, sur des choses comme de la motricité renforcée pour les gens qui veulent passer, faire du tout-chemin, qui veulent aller dans les zones avec de l'herbe ou qui veulent aller dans les zones montagneuses avec un peu où c'est un peu glissant, avec soit un différentiel avec glissant limité ou soit des versions 4 roues motrices. On travaille pour rendre le véhicule plus apte à aller aux rencontres de la nature sans la dénaturer. C'est vraiment la plus grosse difficulté à laquelle on fait face aujourd'hui, parce que si on allait voir n'importe quel client en lui disant « dessine-moi ce que tu préfères, dessine-moi ce que tu voudrais », on aurait vraisemblablement quelque chose qui serait très difficile à faire. On travaille par amélioration continue. Xavier Rocher, il y a aujourd'hui des moments où vous ne pouvez pas répondre à la demande de certains clients. C'est plutôt le nombre d'enfants qu'il faut tenir dans les vannes. En fait, on se rend compte que les vacances ne sont pas du tout les mêmes quand vous partez en famille, en van. Vous vivez dans un petit habitacle. Quand vous revenez à la maison, tout est différent. Et ce sont des souvenirs que nos clients nous racontent. Et ils se souviennent depuis toujours le premier véhicule qu'ils ont eu quand ils sont partis. Donc effectivement, tout ça est passionnant dans le sens où il y a une évolution constante de la demande. Mais globalement, on arrive à avoir, grâce aux différentes marques, les produits les plus adaptés en fonction de ce que recherchent nos clients. On a intitulé ce sujet « La van life, la tendance qui explose ». Est-ce que vous pensez que ça va être une mode éphémère ? On en pense quoi chez Ford ? On va être objectif, il suffit de regarder les chiffres de vente. D'abord, on a une saisonnalité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir le stock au bon moment parce que assez souvent, la demande va exploser au printemps et va baisser avec une tendance très nette à l'automne. Parce qu'on ne se projette pas tout de suite, je vais l'utiliser maintenant. Par contre, à un moment, on a une impulsion, on en a envie, on en a besoin. Et en général, c'est au printemps. Donc déjà, il faut être capable de proposer un stock fourni au moment où on a un pic de demande, ce qui est déjà notre cas. La deuxième chose, c'est que si on regarde les volumes de vente, que ce soit des constructeurs dits en première monte, donc comme Ford, Mercedes ou Volkswagen, ou que ce soit des aménagements, alors je ne vais pas en faire la pub, mais il y en a plusieurs, les volumes de vente dont on parle au niveau annuel sont pas très important. C'est-à-dire nous, on vend, on va dire, c'est quelques centaines de véhicules par marque. Je crois que pour le Nugget, on parle de 300 à 400 véhicules par an. On parle de Ford, toutes les gammes Ford. Volkswagen doit être un petit peu au-dessus, Mercedes probablement un petit peu en dessous. Et si on regarde les aménageurs, c'est à peu près les mêmes volumes. Donc si on prend la totalité du marché des van life de ce segment fourgon, on parle de peut-être un tout petit millier, 2 milliers. Ce n'est pas une tendance qui bouleverse le marché. Par contre, elle est intéressante parce que, comme toutes les tendances, elle traduit un changement de mode de vie de la société. Et indépendamment du nombre de personnes qui réalisent, qui passent le pas, ça traduit également le nombre de personnes qui y pensent. Et donc ça va bien au-delà simplement de vendre des véhicules de type camping-car. Ça va également dans les aménagements des intérieurs, ça va sur comment on va envisager sa vie professionnelle et personnelle. Je vais vous donner un exemple tout bête. Chez Ford, le best-seller, c'est le Ford Puma. À l'intérieur du Ford Puma, on a dégagé un aménagement dans le coffre qui s'appelle la Mega Box, qui est un espace de rangement supplémentaire avec une bonde comme un évier qui permet de le laver à grande eau quand on transporte quelque chose de sale. Ça peut être ses bottes quand on revient de la pêche, ça peut être son chien quand il revient de la chasse, ça peut être des affaires de jardinage, ça peut être ce qu'on veut. Pourquoi on a conçu ça ? Pourquoi on a rendu ça plus facile ? Simplement parce qu'à un moment, il y a des clients qui nous ont dit « Bah oui, mais moi, je ne vais pas forcément dormir dans ma voiture, mais je fais plein d'autres choses dans ma voiture. Et dans ma vie quotidienne, j'ai plus de place au loisir et j'aimerais bien une voiture qui réponde à ces besoins-là. » Et c'est exactement le fruit de la réflexion. Et c'est ça qui fait vraiment le fondement de cette tendance qu'on voit apparaître. Exactement. Et vous n'êtes pas les seuls chez les constructeurs automobiles. Il y a aussi beaucoup sur les nettoyeurs à haute pression, il y a aussi beaucoup sur les marques de jardin, où on va vers cette tendance-là, sur le loisir qui prend de plus en plus de place. Le mot de la fin pour vous, Xavier, par rapport à cette demande ? Jamais en panne de solution, jamais en panne de montant à financer. On a beaucoup de ménages qui ne peuvent plus financer ou acheter un véhicule cash. Donc nous, notre travail, c'est effectivement de trouver déjà le bon produit pour le bon usage, de façon à ce qu'il soit durable, parce que ce sont des véhicules qui durent dans le temps et il y a une certaine valeur résiduelle qui fait que dans nos marques, eh bien, le client revient généralement chez nous. Et on a une force un peu différente, c'est aussi de capitaliser via toute cette communauté de vanlifers, de prendre en compte leurs futurs besoins et notamment les sports qu'ils vont encore se développer. Parce qu'effectivement, du matériel qu'on doit embarquer pour le sport de chacun, les enfants, ça va très, ça va très du vite. surf C'est à la énorme. raquette, bien sûr. Énorme. Vous qui vendez beaucoup de Volkswagen, gros succès ?
l'ID De Buzz. plus en plus de succès, bien sûr. C'est un véhicule qui a eu un petit peu de difficulté à démarrer et ça y est, là, on a de plus en plus de clients. On recherche toujours la meilleure autonomie, mais ce qui est important, c'est quel est le besoin. Xavier, vous êtes déjà parti en vacances avec un fourgon ? Oui. Lequel ? Transporteur, Caravelle, T6.1 et j'ai eu une difficulté, c'est que ma belle-sœur l'a vu et elle l'a acheté. Fabrice Desvanelay, vous, directeur relations publiques. Moi, j'ai le droit à 2 souvenirs ou pas ? Oui. C'est quand j'étais adolescent et que j'étais dans une famille aux États-Unis qui m'a fait l'incroyable surprise de partir de l'Arizona pour aller à Los Angeles dans un vrai camping-car et de passer une partie de la route à regarder la route défiler en haut de la Capucine. Et ça m'a marqué et j'ai encore cette image gravée pour toujours dans la tête. Et la deuxième chose, c'est le jour où avec des amis, on a voulu faire un week-end. On cherchait une maison assez grande pour tous nos amis, tous les enfants, on ne trouvait pas. Et bien à un moment on s'est dit on va prendre un nugget et puis ça va faire la chambre de plus qui nous manque. Je suis descendu avec notre véhicule de type Transit Nugget, donc le camping-car fourgon, et puis ça nous a servi de chambre secondaire en plus, celle qui nous manquait parce qu'on ne trouvait pas de maison assez grande. Et ben voilà, faites pas d'agrandissement de vos maisons, prenez des Trafic ou des Volkswagen Buzz. Merci beaucoup à tous les deux, Fabrice Desvanelay, directeur relations publiques pour Ford, et puis Xavier Rocher, représentant Buy My Car et concessionnaire, en tout cas pour le côté un peu Volkswagen également pour faire un équilibre. Merci. Merci beaucoup. Flux libre avec GL Events. La van life, c'est aimer la liberté de rouler et de s'arrêter. La liberté, c'est aussi savoir s'adapter aux nouvelles technologies qui transforment notre façon de rouler. Ce n'est donc pas un van ou un camping-car qu'Alexandre Lenoir a essayé pour Flux Libre, mais une BYD. Je vous laisse prendre place à ses côtés. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, au banc d'essai. On ne rigole plus. Pendant longtemps, l'arrivée de BYD en Europe ressemblait à une curiosité exotique, puis à une menace un peu floue. Aujourd'hui, c'est une réalité qui s'attaque à un terrain que les constructeurs européens pensaient bien verrouillé, l'hybride rechargeable. Le BYD Sea Lion 5 DMI, c'est exactement ça. Pas une voiture qui cherche à faire rêver, pas une icône en devenir, mais une attaque frontale sur le nerf de la guerre, le rapport prix-prestation. Et dans un marché automobile encore méfiant vis-à-vis du tout électrique, mais surtout franchement épuisé par l'inflation, ce genre de proposition, ça fait mal. La recette est simple, presque brutale, beaucoup d'espace, une vraie technologie hybride, un équipement très complet et un prix qui oblige la concurrence à regarder ailleurs. Pas de storytelling, pas de nostalgie, juste du rationnel pur. Alors non, visuellement, le Sea Lion 5 ne déclenche pas d'émotion particulière, c'est un SUV sage, consensuel, bien proportionné, mais sans coup de crayon spectaculaire. Il ne choque pas, il rassure. Et à l'intérieur, même logique, présentation sérieuse, matériaux corrects et surtout un espace arrière très généreux. Clairement, BYD a pensé à ceux qui voyagent et pas seulement à ceux qui conduisent. Sous le capot, la philosophie est intéressante. Ici, c'est l'électrique qui mène la danse. Le moteur essence sert surtout de soutien ou de générateur. En ville, on roule presque comme en électrique. C'est doux, silencieux, agréable. Sur route, l'ensemble reste cohérent, même si la conduite n'a rien de sportif. Ce n'est pas sa vocation. Sur l'asphalte, le châssis fait le job. Direction sans grand ressenti, mais suffisante pour le quotidien. Mention spéciale au freinage, étonnamment naturelle pour un hybride rechargeable. Alors bien entendu, à ce prix-là, tu as le droit de lui trouver des défauts. Eric Bitterman est journaliste automobile. Le principal, c'est l'amortissement. La voiture est raide, elle rebondit sur les gendarmes couchés. Donc voiture de rouleur, voiture d'autoroute, voiture de nationale. Mais vu sa taille, 4,83 m, que je trouve un peu surdimensionnée pour le marché français, c'est évident que ce n'est pas une voiture urbaine. Côté autonomie, BYD annonce plus de 1000 km. Dans la vraie vie, comptez sur 70 km en tout électrique, ce qui couvre largement les trajets quotidiens, et une consommation très raisonnable sur parcours mixte. Seul vrai point faible, une recharge un peu lente, rien de rédhibitoire, mais c'est à noter. Et puis, il y a le prix, à partir de 30 000 €. À équipement équivalent, l'écart avec les SUV hybrides rechargeables européens est tout simplement abyssal. La voiture est bien finie, elle est bien équipée, elle a toutes les qualités au regard de son prix. À budget égal, le Sea Lion 5 offre plus d'espace, plus de techno, plus de voitures tout simplement. Alors non, il n'a pas de glamour, il ne flattera pas l'ego,
Mais il fait quelque chose de redoutable, il force l'industrie européenne à se regarder dans le miroir, et dans le contexte actuel, ça pourrait bien être son plus grand mérite. Alors verdict, c'est la raison avant la passion, mais aujourd'hui, la raison devient une arme de conquête. Flux libre avec GL Events. Passons maintenant à un univers où la performance se conjugue avec un héritage légendaire. Le nom seul suffit à faire briller les yeux de tous les passionnés, Ferrari. Pour comprendre comment le Cavallino Rampante aborde les défis de demain tout en préservant son ADN, j'ai le plaisir de recevoir Francesco Balli, General Manager de Ferrari West Europe. Voici notre grand entretien. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, sans filtre. Francesco Balli, bonjour. Bonjour. Le General Manager Ferrari West Europe. Tout à fait. C'est un poste qui couvre plusieurs pays. Il y a évidemment beaucoup d'attentes avec cela. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on fasse un peu mieux connaissance avec vous, avec l'homme, avant de parler du professionnel. Francesco Balli, vous avez toujours aimé les voitures ? Toujours, depuis que je suis un enfant. Donc j'ai toujours eu cette passion. C'était toujours un rêve de travailler pour l'automobile depuis que j'étais un enfant. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment diriger, mais je pense que les parents, la famille, les amis, ils ont clairement une influence pour cette passion. Est-ce que vous vous souvenez de la première voiture qui a créé chez vous des émotions ? Je vous dis la vérité, la première voiture, je pense, sur laquelle j'ai un souvenir, c'est un Range Rover, que j'étais un enfant. Je me rappelle cette Range Rover 3 portes, rouge comme un Ferrari, non? Sur laquelle je n'arrivais pas à monter, non? Parce que je pense que j'avais 2 ans, quelque chose comme ça, et c'est quelque chose qui était toujours dans ma tête. Et après, bien sûr, après ça a commencé grâce à la Formule 1, la passion pour Ferrari. Francesco Balli, vous êtes italien ? Oui, je suis du Veneto, entre Venise et Trieste. Mais né à côté de Maranello, parce que d'origine mon papa est de Modène. Comment l'enfant qui était tombé amoureux d'une Range Rover rouge, Francesco Balli, vous qui êtes maintenant le General Manager Ferrari West Europe, vous êtes arrivé chez cette marque si légendaire et qui est si mythique? Alors, pendant les études, l'université et tout ça, j'ai encore continué cette passion pour l'automobile. J'ai étudié dans l'université de Bologne. À l'université de Bologne, on a eu pas mal d'occasions de participer à des salons. On avait le Motor Show de Bologne, non? Bon, j'ai participé avec plusieurs marques. Quand j'ai terminé les études, j'ai commencé à travailler avec un stage chez Porsche en Italie, déjà un peu dans le luxe. Et après, grâce un peu à l'activité à l'université, non, quand j'avais un peu de temps, grâce au stage de Porsche, après Ferrari, non, était intéressé au profil et on a commencé la carrière en Ferrari. Et c'est le cas depuis 25 ans. J'avais commencé que j'avais 26 ans en Ferrari. Et quel poste vous aviez lorsque vous aviez 26 ans? C'était comme assistant marketing dans le marché italien. À ce moment-là, ce n'était pas seulement Ferrari, c'était Ferrari et Maserati ensemble. J'ai passé 7 années à la maison mère à Maranello, à l'usine en Italie. Ça représentait quoi dans le cœur du gamin que vous étiez? C'était un rêve, c'était la fierté, c'était comment dire, une responsabilité aussi, comme je la sens aussi aujourd'hui. L'occasion aussi de rencontrer des caractères, même au niveau international. Si on pense à la France, on pense à ces années à Jean Todt par exemple, des caractères pareils qui est vraiment des capitaines d'entreprise par laquelle tu as toujours l'occasion d'apprendre différentes façons de travailler et d'être leader. Et donc voilà, c'est ça un peu le sentiment. On est à la croisée des chemins entre l'héritage historique, légendaire et surtout sportif de Ferrari également. Mais on a aussi toute cette pression aujourd'hui sur l'électrification, la durabilité. Comment se positionne Ferrari aujourd'hui sur cette croisée de chemin? J'aime bien la mot durabilité aussi parce que nous on aime bien dire Ferrari Forever. Quand on dit Ferrari Forever, c'est-à-dire aussi qu'on a la responsabilité et la volonté que
toutes les Ferrari qui font partie de notre production vont rester sur le marché pour toujours. Et je pense que c'est déjà un signe très fort de responsabilité, de durabilité, de cohérence avec le soutien de l'environnement. Après, comme entreprise, on a aussi l'objectif d'atteindre la carbon neutrality dans le 2030, qui est vraiment demain. Et donc, il y a un parcours qu'on a commencé, ça fait peu d'années, par rapport à l'évolution de la gamme, clairement. On est proche de présenter la Ferrari électrique, la voiture électrique de Ferrari. On va connaître la technologie, les caractéristiques technologiques de la voiture qui seront présentées à l'occasion du Capital Market Day de l'entreprise, censé être lancé et arriver sur le marché à la fin de 2026, normalement dans le mois d'octobre. On ne peut pas parler de Ferrari sans parler des thermiques extraordinaires. Oui. Il a fallu faire même des compromis en termes d'identité, en termes de personnalité. Est-ce qu'on est obligé de laisser de côté ce qu'est Ferrari ? Je pense que je peux répondre d'une manière un peu romantique, si on veut. Non? À l'italienne, quoi. Si on pense à Enzo Ferrari, quand on lui demandait quel est votre Ferrari préféré, lui répondait toujours la même chose, c'est-à-dire la prochaine. Et alors, la prochaine, à mon avis, c'est l'état d'esprit qui est un peu dans le racing DNA, no? dans l'état d'esprit de la compétition. Et l'évolution continue. Alors, aujourd'hui, nous, on cherche d'être au pinnacle, no? Pour le dire à l'anglais, no? De la technologie dans chaque domaine de la propulsion d'une voiture. On est en train d'étudier de la manière plus extraordinaire avec l'électrique et on a l'hybridisation depuis plusieurs années, mais on continue aussi, pour revenir à votre demande, à avoir le moteur thermique. On a la Ferrari Amalfi qui a un moteur thermique. On a turbo avec un double turbo, on a la 12 cilindri et ici on a le même moteur avec la puro sangue qui est un moteur natural aspirated, donc complètement atmosphérique. Donc c'est ça, progrès, mais aussi continuité et aussi flexibilité, c'est-à-dire être prêt dans chaque domaine, mais de la manière plus cohérente à l'évolution de la marque. Évidemment, on ne peut pas parler de Ferrari sans parler des 24 heures du Mans. Ce n'est pas possible de faire l'impasse. Encore vainqueur cette année avec la Ferrari 499P. Alors là, c'est une question très très facile pour moi. Parce qu'on a une fierté. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, vous étiez 330 000 ce week-end. Vous êtes capable de faire énormément de bruit. Encore. Bravo, mesdames et messieurs. Merci d'être là. La question était qui allait monter sur ce podium? Et la réponse est l'équipage de la Ferrari numéro 83. Dans un instant, nous allons avoir le plaisir de les retrouver à la fin de ce tour d'honneur. Et la victoire de l'équipage avec Robert Kubica, avec Fernando Sound et Yves Guillaume. Super relais. Et c'était vraiment, c'est un honneur d'avoir participé avec les collègues, avec les clients aussi, que je pense que la communauté Ferrari, c'est quelque chose qui caractérise beaucoup la marque, parce qu'il y était une participation assez forte aussi de la part de la clientèle. Oui, et c'est la troisième année qu'on gagne, chaque année avec une voiture différente, parce qu'on a... C'était le cas avec la voiture 51 dans le 2023 et la voiture 50 l'année dernière et la 83 la jaune cette année. Et donc c'est un résultat super. Ferrari restera sur cet univers du grand luxe? Tout à fait. C'est l'ADN de la marque, c'est l'exclusivité aussi. C'est la passion pour le design. On a un centre style qui s'appelle Ferrari Design depuis le 2010. Qui aujourd'hui a plus de 120-130 collègues qui travaillent sur le développement esthétique de l'intérieur et l'extérieur de la voiture, sur les matériaux. Francesco Bali, je ne peux pas moi acheter une Ferrari demain. Je ne parle pas d'argent, il faut passer quand même, il faut montrer patte blanche. Non, Ferrari, on aime bien dire qu'il y a un rêve, mais c'est un rêve qu'un jour ou l'autre,
tous peut attendre. Ne serait-ce que de collection, je peux y avoir accès. Parce qu'aujourd'hui, le marché d'occasion de Ferrari, il a différents niveaux de prix, est quelque chose qui s'est développé énormément. Ferrari Forever. Je voudrais qu'on conclue ensemble, Francesco Bali, vous qui êtes le big boss de Ferrari Europe Ouest, par cette dernière question. Que représente Ferrari aujourd'hui et demain? Un rêve, c'est-à-dire il y a une phrase que moi j'adore de Enzo Ferrari encore une fois, qui dit en italien « Se lo puoi sognare, lo puoi fare ». Et si tu peux le rêver, tu peux le faire. À mon avis, c'est ça Ferrari, c'est toujours, comment dire, à la recherche, et c'est l'ADN de la compétition qu'on retrouve, de s'améliorer, de se développer, et d'être jamais content des résultats qu'on a et chercher, comment dire, de progresser dans tous les domaines. Non? Et votre Ferrari préférée? La prochaine. Merci beaucoup Francesco Bali d'avoir partagé ces quelques moments avec nous. C'était un plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Flux libre avec GL Events. L'histoire de Ferrari ne s'écrit pas seulement sur la route. Elle est indissociable du sport automobile et de la légende du Mans. Cela tombe bien car notre escapade du jour nous emmène dans la Sarthe. On y retrouve Richard Mille qui travaille main dans la main avec l'Automobile Club de l'Ouest sur un projet passionnant, le futur musée des 24 heures du Mans qui ouvrira ses portes en mai prochain. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, l'escapade. Richard Mille, bonjour. Bonjour. Le lancement officiel de M24, le musée des 24 heures. Avant de parler de lui, je suis face à un énorme passionné des voitures et pas n'importe lesquelles. Alors c'est un petit peu maladif, mais je pense qu'à mon âge, je ne vois pas très bien comment se guérir d'une telle passion, mais on vit très bien avec. Comment Richard Mille a rencontré Pierre Fillon? Comment Mille, la société de Richard Mille, participe à ce grand projet du musée M24? J'ai rencontré Pierre dans le cadre de mon activité à la FIA, puisque je suis président de la commission endurance. Forcément, on passe beaucoup de temps ensemble. On a parlé de nos collections respectives, etc. On s'est dit, mais mon Dieu, faisons quelque chose ensemble. Alors, je ne dis pas qu'on a une mission à remplir, mais moi j'ai toujours trouvé que être propriétaire de voiture c'est très agréable, mais c'est un petit peu égoïste et ça ne va pas très loin. Donc ce dont j'ai toujours rêvé, c'est de pouvoir en faire bénéficier le plus grand nombre, partager ça, partager cette passion. Et du coup l'idée de fédérer ce musée, d'en faire quelque chose de niveau mondial, est très vite apparue. L'idée c'est de transmettre, au-delà de partager? L'idée c'est de transmettre, et on le voit d'ailleurs avec les nouvelles générations. On a de plus en plus de jeunes générations qui viennent sur les courses automobiles, aux 24 heures du Mans ou ailleurs dans les courses du WEC, qui sont très intéressés par les voitures anciennes, quel que soit leur âge. Ce sera un musée qui sera très vivant. L'objectif, c'est d'éviter le côté un petit peu morbide parfois des musées où on a l'impression qu'on a affaire à des natures mortes, alors que toutes ces voitures sont empreintes de dynamisme. Leur beauté est révélée par justement cette capacité à fondre le vent, à aller vite, à être performant, etc. Il était important de rendre la chose quand même très vivante. Ouais. La dernière fois, vous êtes tombé amoureux d'une voiture, c'était quand? Avant-hier. Laquelle? Alors, par superstition, comme le deal n'est pas encore fait, je ne voudrais pas porter malheur à ce projet, mais ça tourne à l'obsession, oui. Celle d'avant alors, on peut parler puisque ça a été fait? Ça, c'est une Lancia Stratos. Vous n'êtes pas que partenaire de ce M24, vous êtes très acteur également sur les pièces qui seront présentées? Oui, bien sûr, bien sûr. Très partie prenante, aussi bien sur les thèmes de développement que sur la déco, que sur plein d'éléments. C'est vraiment un travail d'équipe et c'est très agréable. C'est que de la passion partagée, c'est très motivant. Beaucoup d'entre nous, on est bénévoles. D'ailleurs, je dirais presque que ça coûte beaucoup d'argent, mais ce qui est très chouette parce qu'en définitive, on est loin de l'aspect économique et on a l'impression de faire quelque chose de bien. Voilà. On parle de passion, on parle donc d'émotions. Alors c'est beaucoup d'émotions. D'abord, ce sont des émotions esthétiques. Ces émotions sont aussi renforcées par le fait que parfois on a affaire à des objets de légende. Beaucoup de voitures que je possède ont été pilotées par des pilotes, sans tomber dans le morbide,
mais qui sont morts au volant, c'est-à-dire que c'était quand même l'étoffe des héros à l'époque. Ces pilotes risquaient leur vie quasiment tous les week-ends. Et quand on voit comment étaient par exemple les Formule 1 des années 60-70, avec quasiment pas de protection, on se dit que d'abord quel progrès, tous les progrès qui ont été effectués, et deuxièmement, on avait affaire quand même à l'époque, par exemple, aux 24 heures du Mans, ces équipages de 2 pilotes. Maintenant, ils sont 3. Ils sont dans des conditions qui sont toujours extrêmes, parce que c'est la compétition. Le type était d'un courage infini. Nous sommes ici en 1920 au cœur de la Coupe internationale des voiturettes. Et l'on devine déjà le dessin du circuit des premières 24 heures du Mans, qui sous l'impulsion d'hommes comme Singer, Durand, Farou et bien d'autres, eurent lieu en 1923. Lagache et Léonard, sur Chenard et Walker, parcoururent 2209 km à la moyenne horaire de 92 km 064, mais oui déjà. Nous voici en 1925. Un deuxième classement, dit à l'indice de performance, est institué et une Chenard et Walker l'emporte alors qu'une Lorraine, pilotée par De Courcelles et Rossignol, triomphe à la distance, battant le record avec une moyenne de 93 km 082. Il y a à travers tout ça aussi cette dimension humaine qui est retranscrite par ces voitures-là. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est très important et chouette. Les voitures ou les pièces que vous êtes impatient de voir dans le musée, vous personnellement, Richard Mille? Le problème, c'est plutôt lesquels, au départ, on va sacrifier, lesquels on va refuser de mettre pour les mettre plus tard, parce qu'on aura envie de toutes les mettre. Bien évidemment, la marque qui fait le plus rêver tout le monde, c'est Ferrari. Mais pas que. Porsche, c'est remarquable. McLaren, c'est remarquable. Lotus, Mercedes, c'est remarquable. Vraiment, on a un panel qui est extrêmement large, quoi. Et c'est ce qui fait la richesse de cette collection. Oui. Merci beaucoup, Richard Mille. Merci à vous. Merci de votre intérêt. Flux libre avec GL Events. C'est ainsi que s'achève le voyage au cœur de la passion automobile. Merci à tous nos invités de nous avoir accordé du temps et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour le 8e épisode de Flux Libre. C'était Flux Libre avec GL Events, acteur de référence des métiers de l'événement depuis plus de 45 ans. GL Events, bringing people together.